Bonsoir à tous, il est 20h31, je déclare ce conseil municipal ouvert. Nous allons procéder à l'appel nominal. Jean-Paul Algaron, absent, a donné le pouvoir à Mme Béatrice Desrois. Tawa Lyon, absente, a donné son pouvoir à M. Laurent Direz. Philippe Arnaud. Présent. Grégory Ateba. Présent. Philippe Berenguer, absent. Ali Bouchama, il y a un pouvoir pour M. Bouchama? Non. Absent. Alexandre Bouzet. Présent. Fabrice Cassada. Présent. Olivier Colesso, présent. Béatrice Desrois. Laurent Direz. Présent. Fabienne Gilliot. Présent. Toufik Hamdi. Présent. Samira Awali, absente. Laura Lambert. Présente. Karine Lorteau. Présente. Pierrette Munier. Présente. Georges Pambou. Présent. Catherine Ribaille. Présente. Virginia Riora. Présente. Michel Romagnac. Présente. Anaïs Roy, absent. Ahmed Saïd. Présent. Isabelle Soulis. Philippe Tadjilzik, absent. Mathilde Hustin. Présente. Et Julien Hustin. Il y a un pouvoir pour Julien? Nous avons donc 19 présents et 3 pouvoirs pour 22 votants. Vous faites tourner la feuille d'émargement si vous bien signez dans votre case. Nous allons procéder à la nomination d'un secrétaire pour cette séance. Michel Romagnac s'est proposé. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Donc Michel Romagnac, secrétaire pour cette séance du conseil municipal. Nous allons commencer l'ordre du jour par l'approbation du procès verbal de la séance du 4 avril 2024. Vous l'avez reçu avec votre convocation. Qui serait contre l'approbation de ce procès verbal? Madame Munier, vous voulez faire un commentaire? Oui, je voudrais dire quelque chose, que tant que les PV seront comme ça, on votera contre, parce que ça ne représente pas tout ce qu'on a dit, c'est juste, vous nous mettez pour nous des toutes petites phrases, là, le verbe, le sujet, et pas tout ce que j'ai dit ou tout ce que les collègues disent. Donc, vous avez visionné voilà. la vidéo? Parce que quand c'était la première DGS que j'ai trouvée en arrivant, vous n'approuviez pas les PV. Lorsque c'est moi qui les ai faits, vous ne approuviez pas. Lorsque c'est le nouveau DGS, vous ne les approuvez pas non plus. Et là, quand c'est une intelligence artificielle qui fait un travail de sténo, vous ne l'approuvez pas. Donc je pense que, quelle que soit la formule, vous ne serez pas en bonne disposition pour l'approuver. Donc j'ai pas vu, vous avez 4 voix contre, c'est ça? Oui. D'accord, donc le PV est approuvé avec 4 voix contre ces 2 oppositions. Il y avait des abstentions? Pas d'abstention. On avance dans l'ordre du jour. Autorisation donnée au maire d'attribution pour la signature de l'appel d'offres relatif à la renaturation de la cour de l'école du Loupio. Donc vous connaissez l'affaire, il s'agit de renaturer, agrandir le préau. Ça fait partie de ces projets qui étaient inscrits au fonds d'aménagement communal, contractualisé avec le département. Les travaux avancent bien. Il y a 2 lots, un lot VRD et un lot paysager, pour lesquels le niveau d'investissement nécessite un marché. Comme accoutumé, c'est Marne-et-Gondoire qui se charge du montage juridique, de l'ouverture des plis, mais ça reste la commune qui signe. Donc là, il s'agit aujourd'hui de me donner l'autorisation de signer les notifications, enfin tout ce qui permettra de signifier au pétitionnaire gagnant qu'il a remporté le marché pour ces 2 lots. Y a-t-il des questions, des commentaires? Je vous écoute. Oui, je voudrais savoir le montant de ce marché. 130 000 € au total. Parce qu'il n'y a pas de commission d'appel d'offres. C'est Marne-et-Gondoire qui gère. Non, Marne-et-Gondoire instruit, mais après la ville, elle fait sa commission d'appel d'offres, je suis désolée. On fait la commission d'appel d'offres si Marne-et-Gondoire estime qu'il est nécessaire de le faire. Nous avons complètement délégué la compétence marché. Non, le code du marché, c'est jusqu'à 100 000 € Vous expliquerez à Marne-et-Gondoire. C'est facile de mettre sur le dos de Marne-et-Gondoire. Hein. Écoutez, vous, c'est facile de faire des commentaires qui sont hors de propos. C'est exactement la même chose. Hein. Donc, qui serait contre cette autorisation de signature? 4 contre. Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Taxe sur la publicité extérieure. Alors vous vous souvenez, l'an passé, on a instauré, comme dans les communes voisines, une taxe sur les publicités, les enseignes, qui a rapporté à la commune l'an passé une belle somme, je crois de l'ordre de 60 ou 70 000 euros.
L'État a passé une loi en fait qui modifie les situations, les cas de majoration de cette taxe, ce qui fait que les tarifs que nous avons votés l'an passé se retrouvent au-dessus du maximum légal. Il y a fort à parier qu'une nouvelle loi passera cette année, parce qu'en fait c'est un oubli du législateur, et qui nous permettra de revenir à des tarifs plus conformes à ceux que nous souhaitions établir. Mais en attendant, pour que notre taxe sur les publicités extérieures ait une base légale, eh bien, il faut que nous mettions nos tarifs en conformité avec ceux prévus par la loi. D'où la grille tarifaire que vous avez reçue avec la convocation. Encore une fois, on espère qu'avant la fin de l'année, nous soyons en situation de repasser une délibération qui nous permettra de revenir à des niveaux de taxation que nous avons connus l'an passé. Si on appliquait les taux qui sont mis en délibération aujourd'hui à la base qui a été taxée l'an passé, ça représente une perte d'environ 30% du montant total. Alors certes, la recette l'an passé était bien supérieure à ce que nous avions estimé, mais malgré tout, ça reste quand même un recul. Donc on compte sur le législateur pour qu'il réintroduise toutes les mesures qui nous permettront de remettre les taux au niveau dont nous avons besoin. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup de choix que de voter ces taux. Donc qui s'opposerait malgré tout? Madame Munier? Moi, je voudrais dire juste qu'on va voter contre parce que cette taxe, elle n'est pas appliquée à tout le monde. Donc, Alors c'est avant qu'elle n'était pas appliquée à tout le monde, puisque les commerçants du Clos du Chêne côté Montévrain la payaient, et ceux du côté de Chanteloup-en-Brie ne la payaient pas. Donc c'est comme un petit peu bête de s'asseoir sur une taxe que de toute façon les entreprises ont l'habitude de payer. Je parle des commerçants de Chanteloup. Alors les commerçants de Chanteloup, ils sont pris en compte, puisque de toute façon dans la grille tarifaire il y a des tailles maximales et minimales d'enseignes, ce qui fait qu'effectivement il y a des petits commerçants qui ne sont pas assujettis, mais ça c'est tout à fait prévu dans la loi. Votre idée c'est quoi? C'est de faire payer tout le monde dès le premier centimètre carré d'enseigne? C'est le sens de votre intervention? Alors que dites-vous alors, s'il vous plaît? Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai dit. C'est une question, mais allez-y. Je dis juste que tout le monde ne la paie pas, c'est tout. Pouvez-vous expliquer cette intervention, parce qu'on ne comprend pas? Tout le monde ne paie pas. Qui ne paye pas, par exemple? Madame Munier. Qui ne paye pas? Qui des commerçants ou des entreprises assujetties à la TLPE sur Chanteloup ne la paye pas? Alors qu'ils devraient la payer. Qui? Vous avez bien un nom en tête, sinon vous n'interviendrez pas. Vous n'êtes pas le genre à parler à tort et à travers, Madame Munier. Non? Bon, je ne vais pas faire de la délation, vous savez très bien de la délation. Qui vous a envoyé le montant à payer. Alors les montants à payer sont envoyés par une société qui est mandatée, la même que sur Montévrain et beaucoup d'autres communes sur le territoire. C'est un géomètre expert qui définit l'assiette de la taxe. Donc écoutez, moi je suis très preneur. Si vous avez identifié des commerces qui ne la payent pas et qui seraient par ailleurs assujettis, je vous invite à vous rapprocher des services. Vous contribuerez ainsi à... Mais je compte sur vous pour donner suite à cette intervention, parce que c'est pas à tout de balancer des idées comme ça en l'air. Il faut après derrière être capable de les assumer concrètement. Oh, ne me dites pas ça, parce que vous savez le faire. Hein. Eh ben, écoutez, là, en l'espèce, c'est vous qui vous exposez. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais simplement dire qu'en fait c'est assez technique, hein, et toutes les surfaces ne rentrent pas en ligne de compte, mais normalement tous ceux qui dépassent les surfaces autorisées sont taxés. Voilà, encore une fois, c'est un géomètre expert qui est mandaté pour déterminer l'assiette. Donc, vous votez contre ce tarif. Qui s'abstiendrait? Merci. Taxe sur la publicité extérieure, c'est fait. Subvention au centre communal d'action sociale. Alors, vous savez que traditionnellement, la commune verse au CCAS une subvention, puisque ce sont deux entités juridiques différentes. L'an passé, ou plutôt cette année, nous avons voté nous avons passé une délibération qui retirait au CCAS le bénéfice d'une partie de la commercialisation des concessions funéraires. C'est pas une initiative de notre part, hein, c'était une demande de l'administration en fait, de se mettre en conformité avec un nouveau système. Pour que le CCAS ne soit pas perdant dans l'opération, eh bien, nous augmentons cette année le montant de la subvention au CCAS de telle sorte que ses ressources soient stables d'une année sur l'autre à l'euro. Voilà. Donc la subvention passe à 12 500 €, elle était de 10 000 l'an passé. Voilà. Donc qui serait contre cette augmentation de la subvention au CCAS? Qui s'abstiendrait?
4 abstentions. Merci. Subventions aux associations 2024. Alors, avant d'entamer le vote des subventions proprement dites, un petit... Non, attendez, pas tout de suite. Il y a eu une formation des élus il y a quelques semaines qui était intéressante, qui balayait un petit peu toutes les nouvelles obligations réglementaires, c'était super. Et sur l'un des points, c'était les nouvelles dispositions liées à la déontologie. Alors pas des nouvelles dispositions, mais plutôt des nouvelles approches de la jurisprudence. Et il est apparu en fait que vous connaissez peut-être pas tous, mais enfin le concept de débord, c'est-à-dire que quand on est amené à s'exprimer sur un sujet, que ce soit un maire dans une instance, mettons régionale, ou un élu à titre personnel dans le cadre de ses fonctions, eh bien, il est recommandé de ne pas prendre part au vote lorsque ce vote peut, disons, avoir des conséquences sur sa propre personne ou sur un proche direct. Et pour le vote aux subventions, enfin le vote des subventions aux associations, il y a plein de jurisprudences assez extrêmes qui sont passées, et il est maintenant recommandé que les conseillers municipaux qui ou sont dans un bureau d'une association ou dont l'épouse ou la compagne ou le conjoint en font partie, eh bien se déportent. Alors se déportent, c'est pas seulement s'abstenir, mais la jurisprudence dit qu'il faut aussi quitter la salle et ne pas participer au vote, comme le maire fait lorsque le compte administratif est mis au vote. Donc dans ce cadre-là, nous avons deux conseillers municipaux qui m'ont demandé à pouvoir se déporter. Donc il s'agit de M. Arnaud et monsieur Cassada. Donc on va les laisser quitter la salle, on les rappellera après. Voilà, donc... Pardon ? Ah oui, mais la jurisprudence... Alors, quand ce sera terminé, je vous raconterai les dernières jurisprudences. C'est carrément... ouais. Voilà. Donc nous sommes entre nous, on va pouvoir aborder donc, le vote des subventions. Alors vous avez vu dans la convocation, le niveau des subventions, les récipiendaires sont en fait les mêmes que l'an passé, à une différence près, je crois, celle qui concerne le Maquette Club, puisque cette association organise tous les 2 ans une exposition et une animation dans la ville, et il était convenu avec l'association que nous ne verserions la grosse subvention en fait que les années où il expose, ce qui est le cas cette année. Voilà, donc on va reprendre, si vous le voulez, bien le détail. Attendez, je retrouve ma page. Voilà. Donc nous avions Chante-Patch, 250 €. Chanteloup Pétanque, 250 €. Chanteloup Pétanque qui a gagné un tournoi régional, enfin départemental, on les félicite. L'association des Amis de Sainte-Trope, 250 €. Foyer rural, 600 €. Maquette Club, donc 800 €. En année sans exposition, on touche 250. Et le Shotokan, donc en fait pour le soutien toujours à notre championne de karaté Kathleen Vincent, 2000 € comme l'an passé. Alors Kathleen Vincent, un petit point sur ce qui a été, sur ce qu'elle a obtenu l'an passé. Elle est de nouveau championne d'Île-de-France, donc bravo, mais c'est presque la routine pour elle maintenant. De nouveau championne universitaire, c'est la 2e année de suite. Son parcours international est en demi-teinte, mais elle a commencé à participer à des tournois seniors internationaux. Donc ça, c'est super, on continue à l'encourager. Donc voilà, donc ça fait un total qui est inférieur à la ligne budgétaire qui a été votée au moment du budget primitif. Alors ça laisserait une petite poire pour la soif s'il y a des besoins en cours d'année pour les associations. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non ? Non, pas plus que ça. Très bien, bah... Si il n'y a pas de questions, on n'est pas obligé de vous oublier. C'est pas tout à fait une question, c'est une réflexion. Hein. C'est très bien pour cette jeune fille. Maintenant, la ville est bien riche pour donner 2000 € à une personne, même si elle le mérite, sûrement à juste titre, au regard de ses résultats, mais quand même, ça revient très cher au regard des subventions qui est données aux autres associations et au Shotokan, y compris. Donc, 2000 €. Alors, je ne sais pas combien elle doit toucher du conseil général, je ne sais pas si elle touche de la région. Elle touche du conseil départemental et de Marne-et-Gourdon. Mais pour connaître un peu le sujet, elle est gâtée. Elle n'est pas gâtée parce que c'est bien loin de ce que représentent des compétitions internationales. Elle va quand même jusqu'au Mexique. J'entends bien
pour avoir suivi aussi des sportifs de haut niveau, on a fait dans beaucoup de communes où j'ai travaillé, des villes autrement plus grandes que Chanteloup, on ne donnait pas cette somme, parce qu'on avait fait un choix, c'est un choix politique, hein, le sport de masse et le sport d'élite. Là on est sur du sport d'élite, voilà. Voilà, je donne une réflexion, après on aura notre vote. Bien sûr. Alors je vais vous donner... Rien contre elle, hein, c'est sur le principe. Oui, bien sûr. Je vais vous donner la mienne de réflexion, c'est que Chanteloup-en-Brie, on a la chance d'avoir une championne qui est sur une trajectoire vraiment de très haut niveau. Elle a un effet d'entraînement formidable, elle participe aussi beaucoup à l'animation en périscolaire, en milieu scolaire. Sport d'élite, écoutez, moi je trouve que le karaté, vous en avez fait vous-même. Ça reste quand même aussi un sport populaire, hein, ça touche toutes les catégories d'âge et toutes les catégories sociales. Et quand on a la chance d'avoir un sportif de haut niveau, c'est normal de le soutenir. Mais encore une fois, c'est un choix. Je réponds quand même complètement à votre question, parce qu'il y en avait une quand même dans votre intervention, celle des financements autres. Elle touche, alors je ne sais pas si elle touche la fédération, ça je ne saurais pas vous répondre, mais elle touche 1 millier d'euros de Marne-et-Gondoire et 1 millier du conseil départemental. Oui, parce qu'en fait Marne-et-Gondoire a décidé d'abonder au même niveau que le conseil départemental pour les sportifs de haut niveau. Elle est reconnue comme sportive de haut niveau, vous savez, il y a des catégories. Et voilà. Donc ça lui fait un budget, et nous on représente à peu près la moitié de ce qu'elle touche au titre des subventions de collectivités territoriales. Alors ma réflexion encore va plus loin. Je me réjouis que Marne-et-Gondoire donne. Je suis surpris que la ville donne. Ah oui. Excusez-moi. Oui, je dis que dans ma réflexion, je suis surpris et agréablement surpris que Marne-et-Gondoire donne une subvention, elle s'implique là-dessus, et je trouve que c'est à l'Interco de jouer ce jeu-là, pour le coup. Que la commune donne 2 000 euros à une seule personne. Vous voyez, moi j'ai fait beaucoup de sport, notamment de Kyokushinkai, karaté et autres. Moi je suis pour le sport de masse. C'est un choix politique. Je préfère aider le maximum de jeunes et de moins jeunes à participer, à contribuer aux activités des sportifs, qu'aider qu'une personne. Eh bien, nous faisons les deux. Nous aidons le maximum de personnes à faire du sport à Chanteloup-en-Brie, et nous aidons notre championne parce que nous trouvons que c'est important. Voilà. Donc j'ai compris que vous alliez voter contre cette délibération. Vous abstenez ? Oui, très bien. Donc 4 abstentions. Merci. Réalisation et financement de bateaux de trottoir. Alors ça, c'est un sujet. Pardon ? Ah oui, pardon, on va faire revenir nos deux je vais dire des... Tu vas aller chercher Béatrice ? Merci. Oui, les pauvres, ils vont rater tout. Alors ensuite, une délibération qui concerne la construction et le financement des bateaux. Les bateaux, donc les trottoirs modifiés pour accéder au stationnement. On est quand même régulièrement saisi au niveau urbanisme de demandes d'autorisation pour la construction de ces bateaux. Il faut savoir quand même que ça crée un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, il n'y a pas de base pour refuser. Malgré tout, il faut quand même qu'on mette en place un cadre, parce que les stationnements publics sur rue sont une denrée rare dans notre ville, et il ne faudrait pas que la multiplication des bateaux en fait revienne à la privatisation de fait de l'espace public. Donc on a regardé ce que prévoyait la loi, ce qui se faisait dans les autres communes, et on propose ce soir à votre vote une délibération qui encadre le financement et la réalisation des bateaux. Le but est que, bien évidemment, chacun a le droit d'accéder à sa propriété, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut que ça se fasse dans des conditions qui ne perturbent pas trop et ne portent pas trop de préjudice à l'intérêt général. Y a-t-il des questions à ce sujet ? Oui ? Non, moi, si c'est possible, je voudrais rajouter quelque chose sur la délibération. L'obligation que le fil d'eau pluviale ne soit pas perturbé, notamment au niveau des avaloirs. Parce que j'ai souvenir qu'on a eu ce cas et on a refusé par rapport à un avaloir, justement. Oui, très bien. Voilà. Et ensuite, le volet sécurisation des piétons à ce niveau-là, avec de la signalisation et faire attention. Ça marche. Donc, ça sera ajouté dans Entendu. la déclaration. Merci pour cette intervention. Merci. Vous avez pris note ?
Bon, de toute façon, l'intelligence artificielle va nous rappeler tous les propos qui sont tenus ce soir. On a voté, oui, non, pas, je crois pas. Donc, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Inscription au CRTE. Alors, petit rappel de ce qu'est le CRTE. En décembre 2020, l'État a eu comme idée de faire des agglomérations, un peu le guichet unique pour les demandes de subventions d'État. Finalement, il n'a pas été jusqu'au bout de sa logique, mais le CRTE subsiste en ce sens où, pour pouvoir, nous, communes, demander des subventions à l'État, mais pas que, il faut que ces subventions, enfin que les projets soutenus par ces subventions soient inscrits dans un registre qu'on appelle le CRTE. Le CRTE a vocation à recevoir des projets essentiellement autour des questions d'environnement, d'accessibilité. Voilà. Ne pas inscrire, ça risquerait de nous priver de subventions le jour où on en a besoin. Inscrire, ça ne signifie pas qu'on veut réaliser l'opération. C'est ça que je voudrais insister, ce sur quoi je voudrais insister ce soir, puisque là on propose d'inscrire 2 réalisations, une qui sera absolument réalisée, puisqu'on commence cette année, et l'autre, eh bien, que nous nous gardons sous le coude si un jour l'opportunité de financement se présente. Il s'agit dans les 2 cas d'opérations de renaturation, c'est-à-dire retirer du bitume, planter, voilà, créer des îlots de fraîcheur. La première opération à hauteur de 30 000 euros concerne la rue qui chante, puisqu'on est en train de la rénover. Alors il faut savoir pourquoi est-ce qu'on inscrit ces actions particulièrement au CRTE. C'est que dans le cadre des fonds verts, l'agglomération a reçu une enveloppe à distribuer qui va permettre de subventionner à hauteur de 50% les travaux de renaturation. Donc ça c'est une belle opération, c'est un beau financement parce que ça tombe du ciel pour la partie rue qui chante que nous avions déjà programmée. Mais je me suis dit qu'il fallait aussi quand même envisager le futur, et on sent bien que la loi évolue d'année en année et qui met de plus en plus de contraintes, notamment sur les stationnements, les dalles de stationnement. On a derrière le parking, entre le parking et la halle, une aire de stationnement qui fait environ 1000 m². Il y aura bientôt des obligations pour les recouvrir, ou de panneaux photovoltaïques, ou d'arbres, et on voit très bien venir le moment où il faudra aussi les renaturer. Ça coûte cher. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu de le réaliser, mais il faut être en situation de le faire tout de suite si, par hasard, ça devient un sujet. Vous voyez, il y a des modes aussi dans les subventions, et si on voyait passer une belle subvention sur ce sujet, il faudra qu'on soit capable de sauter sur l'occasion, parce que ça risque à un moment d'être une obligation pour les communes, et quand ça devient une obligation, en général, c'est le moment où les subventions sont aussi supprimées. Donc une action qui va être réalisée, et une action qui est en attente, d'une manière un petit peu opportuniste. Donc, voilà. Y a-t-il des questions sur ces inscriptions? Non. Qui serait contre ces inscriptions au CRTE? Qui s'abstiendrait? Merci. Redevance d'occupation du domaine public pour l'implantation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides. Alors, il y a Marne-et-Gondoire a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès de prestataires qui seraient intéressés par l'installation sur l'agglomération de bornes de recharge. Dans ce contexte, c'est pas l'agglo qui paye, il n'y a pas d'engagement financier ni de l'agglo ni des communes. En revanche, le pétitionnaire qui est retenu doit installer des bornes dans les communes de l'agglomération. Les emplacements ne sont pas encore définis. Ce que nous votons ce soir, c'est le montant de la redevance. Quand il y a occupation du domaine public, il y a une redevance à payer par l'occupant, et cette redevance était fixée à 100 €. Alors ça c'est contractuel, c'est entre l'agglo et le pétitionnaire. Je parle sous le contrôle de M. Direz, qui suit ce dossier au niveau de Marne-et-Gondoire. Il serait question de 4 bornes de recharge sur la commune, c'est ça? Alors 2 bornes. 2 bornes ayant 2 prises chacune, donc ça fait 4 places. Il y en a déjà une borne? Non, en plus. Justement, je viens de dire que les endroits n'ont pas encore été définis. Pour l'instant, on vote que la redevance. Pardon, Philippe, tu parlais de quelle... Une borne, donc il y a déjà une redevance ou pas sur la borne? Le Clem? Ouais. Je ne sais pas si une redevance est Clem. Ouais, ça n'avait pas dû être prévu dans la convention. Monsieur Ateba. Et du coup, ok, les emplacements n'ont pas été retenus, mais est-ce que vous auriez des propositions à faire, vous? Bien évidemment, il faut les connaître, alors du coup, vos propositions. Ce sont des propositions, mais encore une fois... De lieu d'emplacement, vous? De lieu d'emplacement. Alors nous,
Idéalement, on les verrait plutôt du côté de la zone industrielle du Gasset, au moins 2, puisque c'est assez courant dans les pratiques des propriétaires de véhicules électriques de se rendre sur leur lieu de travail et de charger le véhicule pour le récupérer le soir. Voilà. Et c'est aussi le cas des clients ou des visiteurs des entreprises. Donc ça, c'est une option. Et l'autre option, je ne vous conseille pas encore. Donc on va attendre aussi les recommandations du prestataire, puisque lui a l'habitude de ce genre d'implantation. Alors, nous avons quelques parties de Chanteloup avec des immeubles où effectivement on nous demande d'acheter des véhicules électriques à l'horizon 2035, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de prévisionner ces emplacements de ce côté-là, du côté de l'hôtel Dali, je ne sais pas, où là il y a quand même une masse d'immeubles importante qui est présente. Parce que tous les... J'ai demandé au public de faire moins de bruit parce que c'est enregistré par la caméra. Merci. Parce que effectivement, tous les citoyens qui habitent dans les immeubles et qui veulent acheter une voiture électrique n'ont pas toujours des branchements, alors que dans une maison, globalement, c'est plus facile et je pense que les aides sont plus faciles à obtenir pour les propriétaires de... C'est toute la difficulté de l'électrification du parc automobile. En même temps, les copropriétés aussi ont des obligations d'électrifier leur place de stationnement. Là, il s'agira d'espace public, donc ce sera en priorité pour des gens, disons, je pense, de passage. Mais encore une fois, on verra ce que nous suggère le pétitionnaire. Oui, il y en a une deuxième qui était prévue à l'époque du côté de Bellinal, par là, dans cette partie de... Oui, ça aurait du sens. Oui, parce qu'elle était prévue, mais il fallait que la zone d'activité soit avancée. Oui, c'est comme pour le Gasset, c'est assez logique. Alors, je vais passer le micro à M. Dirès, mais c'est assez logique que ce soit dans des lieux où les gens viennent et repartent le soir. En fait, l'idée, c'est quand même d'être un peu complémentaire avec l'existant, savoir ce qui se passe au niveau de privé. Il y a déjà énormément de bornes de recharge, notamment au niveau du Clos du Chêne et au niveau des concessionnaires. Ce sont des bornes qui sont ouvertes au public. Ils peuvent recharger déjà, il y a déjà un grand nombre. C'est d'ailleurs pour ça, compte tenu du grand nombre de prises sur Chanteloup, qu'il y a juste 4 bornes de prévues à Chanteloup. Voilà. Donc effectivement, les deux autres, c'est une à proximité d'immeubles et au niveau du centre, vers le parking justement du tennis. Quand je parlais de la partie de la zone d'activité, je ne parlais pas chez les concessionnaires, c'était pas vu à l'extérieur. Ah oui, bien sûr, à l'extérieur. Parce que vous répondez par les concessionnaires. Non. Là, on parle de redevance sur le domaine public, donc ça ne peut pas être chez les particuliers. Les particuliers ont leurs propres obligations à respecter. Ça va, il faut aussi avoir le réseau qui permet d'alimenter, parce qu'il y a de la puissance. Donc, sinon, ça va coûter cher aussi pour les... Oui, excellente remarque. Et tout ça, ce sont des paramètres qui sont pris en compte par le délégataire. Voilà. Donc, nous avons voté là-dessus ? Non. Alors, qui serait contre ce tarif ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Point suivant, modification du tarif des activités périscolaires, extrascolaires et études. Bon, en modification, il s'agit en fait de la règle des 10%. Alors, il était depuis plusieurs années coutume d'octroyer une remise de 10% aux familles qui inscrivaient une fratrie, au moins 2 enfants. Mais l'interprétation de ces 10% posait problème. Et surtout la traduction en facturation était assez problématique. Donc il a été décidé de simplifier le dispositif et de faire en sorte que les parents, dès qu'ils ont 2 enfants inscrits, bénéficient des 10%, que les enfants consomment ou pas en même temps les prestations. C'était ça l'objet d'interprétation. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur ce dispositif ? C'est pas nous qui l'avons inventé, nous avons trouvé ces 10%, c'est plutôt une bonne chose. Nous simplifions le dispositif, de telle sorte qu'il n'y ait plus de problème de facturation sur cet item. Qui serait contre ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Tarif séjour jeune, été 2024. Alors, vous avez reçu dans la délibération une description du séjour. C'est un petit séjour de camping. Et il est proposé, alors le coût pour la commune est estimé à 150 €. Il est proposé que la commune prenne à sa charge 100 € et de laisser aux familles les 50 € de reste à charge. Donc pour ce faire, il faut que nous votions un tarif. Et c'est ce qui vous est proposé ce soir. Moi j'avais une question.
Vous avez fait, il me semble que sur le site de la ville, vous avez déjà évoqué ce séjour avec une demande de participation des familles. Oui, oh oui, tout à fait. Alors que la délibération n'avait pas été votée. Oui, bah, nous aurions été obligés, si cette délibération n'était pas passée, nous aurions été obligés de modifier la communication, mais enfin, il y a quand même toutes les chances que ça passe. Je n'ai pas de problème avec ça. Je dis juste qu'on vous a déjà interpellé lors du précédent conseil, puisque vous aviez fait une délibération au débeauté à la veille pour un séjour, de quelque chose qui avait été décidé quelque temps avant. Vous prévoyez un séjour pour les jeunes au mois de juillet, ce qui est très bien, en soi, j'ai aucun problème, je trouve ça très très bien. Par contre, nous n'avons pas fait de délibération, et encore au débeauté, puisque les inscriptions doivent se faire quand même très très vite, au débeauté, vous donnez avant que le conseil délibère sur la demande, vous parlez du tarif de 50 €. Voilà, c'est tout. Je trouve que vous allez vite en besogne sur certains points. Voilà. C'est vrai que nous allons vite, c'est une commune, une municipalité qui, depuis qu'elle est en place, enchaîne les événements, enchaîne les sorties, et que le rythme de tenue des conseils municipaux a du mal à suivre. Donc on fait avec, je suis d'accord avec vous, en toute logique, il aurait fallu passer les délibérations et puis tout enclencher derrière. Mais si on faisait comme ça pour tous les sujets, il y a plein de choses que nous ne ferions pas. Et nous avons décidé qu'il était plus important que nos jeunes puissent partir en camping, comme pour d'autres sujets d'ailleurs, et donner une base juridique tous ensemble, puisque vous l'avez dit, on est tous d'accord pour dire que ce séjour est bienvenu. Alors, juste dans la note, c'est un séjour qui est préparé par les jeunes, donc qui a été co-construit, oui, c'est l'idée. Donc, il n'a pas été pensé il y a 2 semaines, qui a été pensé bien en amont, je présume. Alors, le principe de la co-construction, c'est justement que ça prend du temps. Sinon, c'est pas la co-construction. Donc, la co-construction a commencé à un moment, elle s'est terminée à un autre, on s'est lancé et là, on voit le tarif. Mais à l'avenir, pensez-y dès le mois de janvier. Alors, vous avez don de préscience, vous avez des boules de cristal, vous savez pas du tout, mais on va pas nier l'évidence que ce séjour est une très bonne idée, une très bonne proposition. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est co-construit par des jeunes, donc en amont, ça s'est pas fait il y a 15 jours. Je pense que le service enfant-jeunesse y a préparé, y a pensé depuis au moins le début de l'année, et qu'on a eu quand même de conseils depuis. C'est juste, voilà, je trouve ça dommage d'indiquer sur le site de la ville que ça va coûter tant 50 € aux participants, alors que ça n'a même pas été mis en délibération. On le fait ce soir, c'est juste ça. Et moi, pour ça, je vais voter contre. Alors je suis entièrement favorable à l'idée de ce séjour. Eh bien, vous voterez contre. Donc, qui vote? Alors, Madame Munier. Juste pour dire qu'il y a des règles et des lois, il faut les respecter. Personne n'est au-dessus des lois. Alors, attendez. Là, nous sommes au-dessus des lois. Nous sommes au-dessus des lois, Madame Munier. Vous annoncez à la population oui. Quelque chose dont vous n'avez pas l'autorisation par votre conseil municipal. Non, ce que nous votons ce soir, c'est un tarif, et cette délibération donne une base légale à ce que nous faisons. Maintenant, nous n'avons rien. Ça nous permet d'encaisser l'argent, cette délibération. Vous avez publié avant. Oui, mais cette délibération nous permet d'encaisser l'argent. C'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de définir le programme à l'année des sorties, il ne s'agit pas de définir le projet ou de construire. Cette délibération a pour but de nous permettre d'encaisser les paiements. Et le montant, vous définissez les 50 €. Mais alors Donc, cette délibération est mise au vote pour nous permettre d'encaisser. Donc les encaissements sont postérieurs à la délibération. Il n'y a aucun problème juridique de ce point de vue-là. Dans votre délibération, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant. C'est tout. Donc vous nous auriez dit, on souhaite proposer, peut-être que certains vont dire 25 et d'autres 70, c'est de fixer. Donc vous avez déjà décidé en avant, c'est tout. Franchement, honnêtement, on l'aurait fait le mois dernier, on aurait voté sans aucun problème, parce que je trouve que la libération en soi, le séjour, je trouve ça très bien. Voilà. C'est juste une question pratique. Donc vous allez voter contre, et encore une fois, totalement. Nous faisons notre projet, ce qui nous manque pour le réaliser, mais on a aussi des situations pour des sorties avec le CCAS, etc. Il nous faut toujours une base juridique pour pouvoir encaisser les sommes que nous demandons à nos concitoyens. Et c'est ça l'objet de cette délibération. Il n'y a pas d'autre objet. Tout ce qui est en termes d'explication, c'est justement pour permettre d'expliquer le contexte de cet encaissement, pas plus. Voilà. Donc à part M. Atebag, y a-t-il d'autres votes contre? 4 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Modification du règlement intérieur du CLAGE et des activités périscolaires et extrascolaires. Bon, vous avez lu la note, c'est essentiellement pour
passer de la dénomination CLAGE à la dénomination QJ, qui est celle qui avait été retenue par les jeunes lorsque l'institution, enfin le dispositif a été relancé. Y a-t-il des questions ? Donc du coup, ces modifications du règlement intérieur du CLAGE qui devient le QJ, on est d'accord. Moi, Monsieur Casada, c'est vous qui êtes en charge de ce dossier, je présume. Vous l'avez lu. Il n'y a aucune incohérence pour vous, il va très bien. Ah bah, si vous en avez vu, moi je vous écoute, il n'y a pas de... C'est ça, c'est ce qui sera présenté aux familles. C'est ce document tel que nous l'avons qui sera présenté aux familles. D'accord. Je pense qu'il faudrait juste penser à le relire. C'est infesté de fautes. Alors je veux bien qu'on parle de l'IA. Moi j'ai jamais donné mon accord pour l'IA, je vous dis tout de suite, j'ai jamais donné mon accord. Donc les les machins qui apparaissent, c'est bien, pour moi c'est pas compte rendu. Relisez. Sincèrement, vous présentez ça à des parents, il y a des fautes énormes. Donc le règlement sur le fond, j'ai pas de problème. Je trouve qu'il est correct, hein, voilà. Mais c'est bourré de fautes, Monsieur Casada. Sincèrement, vous présentez ça aux parents. Les parents vont signer un règlement comme ça. Voilà. Sur ce point-là, tous ces points que je trouve très intéressants, et je trouve que vous avez fait quand même un beau travail, parce qu'il y a des reprises de choses et vous aménagez des points, et sur ça, je trouve que c'est bien, ça va dans l'évolution. Mais excusez-moi, non, donc je m'abstiendrai, moi. Je tiendrai compte de votre remarque et si effectivement on constate qu'il y a des fautes, on les corrigera. Je vous remercie. Je voulais ça. Voilà. Très bien. Qui serait contre, à part M. Casada, pour l'approbation de cette délibération ? Excusez-moi. Pardon. Nous n'avons jamais dit contre, j'ai dit que je m'abstiendrai. Vous vous abstenez. Ok, Voilà. autant pour moi. Donc, qui voterait contre ? Personne. Qui s'abstiendrait ? 4 abstentions. Je vous remercie. Alors, adoption du règlement intérieur de la ville de Chanteloup-en-Brie. Alors, le règlement intérieur, il y en avait déjà un, c'est le règlement qui organise les relations, enfin une partie des relations employeur-employé, une partie seulement, puisqu'en fait c'est un accord très général, un accord cadre, qui est exigé par la loi. Il existait déjà, il fallait le toiletter, puisque l'évolution du droit du travail est assez importante. Encore une fois, le règlement intérieur de la ville n'est pas là pour gérer les cas particuliers ou aller très dans le détail, puisque c'est comme la fiche de poste qui détermine le travail de chacun, et puis il y a aussi les circulaires, les notes de service qui organisent, disons, le travail à la marge. Et puis, il y a toutes les délibérations qui peuvent être passées après consultation du CST. Donc, cette adoption du règlement intérieur porte surtout pour la mise en conformité avec le droit général, et puis définir aussi quelques concepts qui peuvent donner lieu à interprétation, qu'est-ce qu'un retard, etc. Donc, vous l'avez lu, peut-être qu'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, il y a des bonnes remarques. Vous avez vu comme pourquoi. Oui, c'est très bien qu'il y ait un règlement intérieur. Il y en avait déjà un avant. Hein, non, mais qu'il soit remodelé, c'est normal avec l'évolution des choses et puis l'augmentation des agents de la collectivité aussi. Donc c'est un document quand même qui sert de base pour les nouveaux entrants dans la collectivité et les anciens entrants. Et j'ose espérer que les anciens prendront en compte toute cette... même s'il y a eu un CSC, pardon, excusez-moi, un CSC pour le valider. Donc oui, c'est très bien qu'on ait mis ça au bout du jour et que nos agents en prennent tous bonne lecture, et notamment vis-à-vis aussi des citoyens, quand les citoyens font appel à eux, notamment sur la partie du respect des agents municipaux lorsqu'ils sont face au public. Un petit complément d'information, le règlement intérieur, c'est comme le fruit d'un travail fait avec les représentants du personnel. Pas seulement une discussion en CST, mais il y a eu 4 réunions de travail depuis 1 an. Et moi je veux saluer aussi l'attitude de la CFDT, qui est le syndicat qui représente nos salariés ici, et avec qui on a vraiment fait du bon travail, je pense. Voilà. Donc qui voterait contre l'approbation de ce règlement intérieur ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Mise en œuvre et règlement du télétravail. Donc on reste dans un sujet RH. Là encore, il y avait une obligation pour la commune de se doter d'un règlement qui encadrait le télétravail. Le télétravail, ça existe depuis très longtemps. On l'a tous découvert un peu contraint pendant la crise sanitaire. Chaque collectivité, chaque entreprise mettant en place des dispositifs un petit peu compte tenu de sa situation.
Il était urgent, d'après le législateur, de donner un cadre objectif à la mise en place du télétravail, ce qui est fait. Alors il faut savoir qu'à Chanteloup-en-Brie, le télétravail, ça ne concerne pas quand même beaucoup d'argent, puisque les agents du service technique, par définition, n'y sont pas éligibles. Les agents au contact de la population, très peu. Donc ça va concerner peut-être une dizaine d'agents au maximum. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Non, pas particulièrement. Mais c'est un dispositif qui est assez simple. Hein. Donc 2 jours par semaine maximum. Alors il faut savoir que tout est réversible. C'est-à-dire que là c'est un cadre, mais il faut quand même l'autorisation de l'employeur qui peut être retirée. Il faut aussi s'assurer que les conditions du télétravail soient respectées. Voilà. Donc il nous semblait que c'était quelque chose d'assez équilibré, oui. Juste, est-ce qu'il serait possible, avec la mise en place d'avoir une étude éventuelle, faire une étude a posteriori pour voir l'impact que ça a et comment effectivement c'est vécu aussi par les agents, parce que le télétravail c'est parfois chronophage à la maison parce qu'on est un peu dispersé par son entourage, donc c'est aussi comment la qualité de travail aussi se perçoit. Elle peut être très bonne pour certaines personnes et pour d'autres un peu complexe. On fait une étude a posteriori. Oui, mais vous avez raison, d'autant plus que, alors pas dans le contexte de Chanteloup-en-Brie, mais dans pas mal d'entreprises privées, le télétravail maintenant est subi parfois. Ça a longtemps été une demande, et puis maintenant c'est un petit peu subi. Alors a priori, à Chanteloup, ce sera plus des demandes que des obligations de télétravail, mais vous avez raison, tous les dispositifs nouveaux valent la peine d'être évalué après coup, donc ce sera fait. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura une entrée dans le document social, c'est unique, on a un rapport tous les 2 ans je crois, et ça ce sera intéressant d'y ajouter un chapitre. Très bien, donc nous avons voté modification du tableau des emplois. Alors vous n'avez pas voté, bah alors qui serait contre ce règlement du télétravail? Qui s'abstiendrait? Merci. Modification du tableau des emplois. Alors vous avez le détail dans la convocation. C'est un grand classique, créer les postes pour que les agents de la commune puissent travailler dans leur grade et dans leur poste. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus intéressant que d'habitude, j'ai envie de dire. On fait d'une part un toilettage, puisque vous savez que quand les agents changent de grade, eh bien, il faut d'abord ouvrir leur poste, les nommer dans leur nouveau grade et ensuite fermer les postes qui ne sont plus occupés. Donc on a, dans le cadre des recrutements depuis 2 ans, on a ouvert beaucoup de nouveaux postes. Là, il s'agit de supprimer ceux qui n'ont plus d'objet. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut assurer la carrière des agents. Il y a des agents qui passent des concours, donc il faut créer des postes dans le grade qui correspondent à leur nouvelle qualification. On a aussi la suppression des CDI. Alors rappelez-vous, lorsque nous avions cassé le contrat de ménage pour créer une régie municipale, nous avions l'obligation de reprendre le personnel jusque-là employé par le prestataire extérieur. Nous avions d'ailleurs, rappelez-vous, créé beaucoup de postes, puisque nous ne savions pas au moment du vote combien d'agents, de salariés à l'époque, souhaiteraient rester dans la collectivité. En fait, il n'y en a eu que 2. Donc ça aussi, c'est des postes qu'il faut clore. Et le droit oblige, lorsqu'on reprend les salariés de prestataires, de créer un contrat en fait, qui corresponde à leur situation précédente. Et pour ce faire, il y avait la possibilité d'avoir des contrats de durée indéterminée, des CDI, de droit public, ce que nous avions mis en place au départ. Bonne nouvelle, je vous demande au public d'être silencieux, s'il vous plaît. On entend tout jusqu'ici. Les CDI donc, vont être supprimés, puisque les 2 agents qui sont restés en collectivité donnent entièrement satisfaction. Ils sont en stagiarisation, donc ils deviendront des agents à temps plein en fait, et des agents à part entière de la collectivité. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour eux. Et une très bonne nouvelle aussi pour la collectivité. Nous pensions que pour assurer cette régie ménage, il lui fallut créer 3 postes supplémentaires, et en fait on s'en sort très bien avec 2. Donc la régie fonctionne bien, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre point d'intérêt dans ce tableau des emplois, c'est la création d'un poste pour un éducateur sportif. Donc ça c'est une grande nouveauté à Chanteloup-en-Brie. Donc le poste va être créé, si vous en êtes d'accord, ce soir. Le recrutement commencera en septembre. Donc c'est un intervenant qui est qualifié pour des pratiques sportives à l'école, au périscolaire, pour nos agents.
dans le cadre des discussions, des consultations qui s'étaient tenues en préparation du règlement intérieur, on avait aussi interrogé les agents sur la qualité de vie au travail, leurs attentes, et faire du sport est revenu assez régulièrement. Donc avec cet éducateur sportif, on pourra imaginer mettre en place des programmes à peu près à tous les niveaux. Voilà. Donc une modification importante du tableau des emplois, mais qui ouvre de belles perspectives pour la commune. Par rapport à votre création d'emplois sur la filière sportive, alors, parce que c'est pour les écoles, c'est pour les agents, c'est un temps de 35 heures, je présume. Oui, c'est un temps plein. Un exemple tout bête, on faisait faire venir un intervenant extérieur aux écoles pour les formations de tennis. Hein. Bon, ben ça, cet éducateur sportif pourra se charger de faire ces formations, de tennis ou d'autres choses. Mais vous ne décidez d'embaucher qu'un seul agent. Un seul. Pour être sur les écoles et éventuellement être auprès des agents de la collectivité territoriale. Alors les formations au tennis à l'école, c'est quelques jours. Ah non, donc c'est uniquement que pour le tennis, c'est pas. Non, du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le volume horaire, un plein temps, éducateur sportif à plein temps sur la commune, c'est déjà beaucoup de projets sportifs qui peuvent se réaliser. Beaucoup. Donc dans le domaine, donc auprès des écoles élémentaires et maternelles, je présume. C'est ça. Donc cet éducateur sportif peut intervenir dans absolument tous les domaines. Sur le temps scolaire. Sur le temps scolaire si on le souhaite, sur le temps périscolaire. Donc c'est vous qui fixez les règles de son temps de travail auprès de l'éducation nationale. Donc un seul agent pour, je répète, je reformule ma question, un seul agent pour les deux entités scolaires, y compris pour le personnel municipal qui, alors, si vous je vous rappelle qu'il y en avait 0 avant. Je suis d'accord. Je ne remets pas ça en cause, mais moi c'est un seul agent. Vous allez voir qu'un agent à temps plein, ça va permettre de mettre en place énormément de projets sportifs. Il ne s'agit pas de faire le cours de sport pour les maîtresses, hein. C'est du plus, hein. C'est de l'encadrement. Ça a été expliqué aux enseignants, ça. Alors, écoutez, ça a été super bien accueilli en conseil d'école Non, que ce soit bien accueilli. Non, attendez. Que ce soit bien accueilli par les enseignants, je l'entends. Est-ce que ça a été bien compris? C'est différent. Ça a été très 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 bien compris et c'est très bienvenu pour notre commune. Monsieur Alex. On va laisser se réaliser, on fera le bilan après. Mais ça demande quand même des conventionnements avec l'éducation nationale. Il n'y a aucune obligation d'intervenir. Alors encore une fois, il n'y a aucune obligation. Là, c'est du plus. Voilà, on embauche un éducateur sportif pour augmenter l'offre sportive sur la commune. Tout à fait. Alors, moi, je trouve intéressant. Après, il y aura peut-être, vous verrez par la suite, mais à un moment donné, il y aura des vacations avec d'autres personnes parce que assurer seul toutes les différentes animations, quelles qu'elles soient, envers les enfants, envers les adultes, beaucoup moins vers les adultes, mais par rapport aux enfants et adolescents, à un moment donné, seul, ça va être très dur. C'est nous qui définissons les projets. Donc, bien évidemment, les projets sont calibrés en fonction des ressources, premièrement. Et deuxièmement, il n'est pas seul. Quand il intervient dans le domaine périscolaire, il y a quand même d'autres agents. Tout à fait, il n'est pas toujours seul, puisqu'il y a les autres agents. Sauf qu'il y a des moments où il ne pourra pas se démultiplier. Mais pour des raisons de sécurité, il n'est pas question qu'il se démultiplie. Voilà. Il est question qu'il réalise les tâches qu'on lui confie. Encore une fois, on passe de rien à un temps plein. C'est pour ça que je dis, vivons et on fera le bilan. Et vous verrez que le bilan sera positif. Voilà. Vous ricanez, Madame Munier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Non. Alors, qui serait contre la modification du tableau des emplois? 4 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Modification des modalités d'attribution des titres restaurants. Alors là encore, c'est dans une démarche de simplification. Jusqu'à présent, le calcul du nombre de tickets restaurants attribués aux agents partait d'une sorte de forfait qui était ensuite qui était appliqué la réalité du travail effectué. Donc c'était des comptes assez complexes, pas toujours très très justes compte tenu de la situation des différents agents dans différents services. Donc là, il est proposé de faire l'inverse, c'est-à-dire d'établir des règles et de calculer le nombre de titres restaurants dus à chaque agent compte tenu d'une règle objective et puis de la situation de son temps de travail ou de son travail effectué dans le mois sur la collectivité. Voilà. Donc vous avez eu le détail. Est-ce qu'il y a des questions sur ces modalités? C'est un jeu un peu à somme nulle. Ça n'aura pas un grand impact sur le nombre de tickets restaurants distribués, mais ça aura l'avantage d'avoir au moins des règles simples et puis des calculs plus faciles à faire.
Voilà. Donc qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Instauration d'une participation au financement des contrats et règlement labellisé des agents de la collectivité pour le risque santé. Nos agents, en tout cas une grande partie d'entre eux, n'ont pas de mutuelle. La loi va obliger les collectivités territoriales à proposer une mutuelle. Donc c'est dans ce cadre-là que nous présentons ce soir cette délibération. Il est dit par la loi que les collectivités devaient prendre à leur charge une partie du financement de la couverture santé complémentaire. Et là, il est proposé en gros que la commune abonde à hauteur de 50% du contrat qui sera souscrit par l'agent, en sachant que c'est des contrats qui doivent être labellisés collectivité territoriale. Mais il y en a beaucoup, à hauteur de 30 € par mois. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu. La loi prévoyait, je crois, un minimum de 15 €. Nous, on est à 30, dans la limite de 50%. Enfin, 50% dans la limite de 30 €. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non. Alors on va attendre, on ne sait pas encore quelle sera la nature des contrats choisis par les agents, mais au moins le dispositif est en place. Du coup on est un petit peu en avance, mais au moins comme ça le dispositif est voté, et puis dès que les agents viendront avec des contrats de mutuelle, on sera capable de les accompagner. Voilà. Donc qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Règlement de la votation. Bon là, rien de bien compliqué. Le 21 septembre, nous allons appeler les concitoyens de Chanteloup à s'exprimer sur la mise en place ou non d'une collecte des déchets verts. Donc il y aura un vote. Donc il convient de fixer les règles du vote. Donc ça, ça a été détaillé dans le projet, enfin dans la note de synthèse que vous avez reçue. Il y aura une question orale en fin de conseil. Mais sur l'organisation du vote, y a-t-il des questions ? Juste une, c'est une remarque, parce que dans le préambule, vous mettez qu'il y a eu des ramassages par le passé de déchets verts à Chanteloup. Il n'y en a jamais eu. Non, il n'y en a jamais eu à Chanteloup-en-Brie, on n'a pas eu au bénéfice des il faudra corriger le document, s'il vous plaît. C'était pas dans la délibération, c'était dans la note de synthèse. Oui, mais... Oui, non, mais c'est... Donc, à part ça, il y a une autre remarque, monsieur Amdi. Oui, parce que moi, ça fait comme 3 ans que je demandais qui est cette étude. Je m'en réjouis. Et vous vous rappelez que pratiquement dès le lendemain, lorsque vous m'avez interpellé, j'avais saisi le CITREM pour faire des simulations. Voilà, alors ça a mis 3 ans, mais on y arrive. On y arrive. Après, où moi je suis dessus, c'est comment on aborde le projet. Moi j'étais pour parce que effectivement, et puis ça ne remet pas en cause, je dirais, tout le côté entre guillemets vertueux du compostage et du reste que les personnes doivent faire. Ça n'empêche en rien à chaque personne de faire soi-même son compostage ou d'emmener à la déchetterie si on a la capacité. Ça vise surtout les gens qui ne peuvent pas le faire ou qui en ont très peu ou qui n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas le véhicule ou pas le véhicule adapté. On pourra trouver tous les arguments. Quand j'ai lu le compte, j'étais pas trop d'accord avec le pour et le contre, mais après c'est des questions qui sont posées comme ça. Moi où ça me gêne, c'est sur... moi je vais vous dire directement, c'est un acte de solidarité, au même titre que il y a des centres de loisirs. Moi j'ai plus d'enfants en centre de loisirs et je paye mes impôts et je trouve normal de participer au fonctionnement du centre de loisirs. Ça fait partie de l'action générale, au même titre que pour les personnes âgées. Je trouve aussi qu'il est normal que ce type d'action solidaire soit pris en compte par la collectivité et que ce soit la ville qui décide de dire on le fait. C'est un choix politique et non une votation où on va demander à une population de voter pour dire oui ou non, je suis d'accord ou pas d'accord. Je pense que c'est un acte que vous auriez dû prendre et dire on le fait. Voilà. Là-dessus, moi, ça me gêne un peu. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une étude qui a été un peu faite par le CITREM, hein, je vous en entends. Elle n'est pas donnée, hein, je le sais, hein, je me suis aussi renseigné, mais je me suis aussi renseigné de ce qui se fait ailleurs. Hein. Déjà il y a 3-4 ans, que ce soit sur les grosses villes ou même des petites villes comme Chalifert, c'est les communes qui le font. Elles l'ont pris en compte. Elles ont dit, nous, avec notre personnel communal, on va faire une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine, pendant une période donnée,
se relever, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Vous verrez que par la suite, il n'y a pas tant que ça dès que ça rentre dans les habitudes des gens. C'est un service qui peut être fait à moindre coût en engageant nos agents. Voilà ma réflexion. Alors à moindre coût, je conteste absolument ce point-là. Toujours un coût. Mais en tout cas, l'intérêt de cette démarche, c'est que comme vous, chacun peut exprimer son point de vue. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, le côté ça n'engage rien, enfin, ça ne remet pas en cause les bonnes pratiques environnementales. Là encore, c'est un point qui est contestable. Parce que je comprends le côté, certaines ne peuvent pas le faire, etc. Et d'ailleurs, ça faisait partie des pour dans le dernier magazine municipal. Donc ça, c'est un argument comme un autre qui est tout à fait recevable. En revanche, il faut quand même savoir que le compostage du Citrem, il n'est pas fait sur place. C'est des déchets verts qui partent loin pour être compostés. Donc il y a quand même aussi, c'est normal, et vous savez, vous avez le point de vue que vous venez de défendre. On est aussi saisi, c'était le cas pas plus longtemps que la semaine dernière à l'occasion d'un événement associatif ici. Il y a aussi des gens qui sont absolument, ceux qui ont une sensibilité écologique, voilà, donc tout s'entend. Et quand c'est comme ça, pourquoi ne pas faire trancher la population? Mais en tout cas, demander à la commune de prendre en charge ce service, je crois que vous mesurez mal le coût que ça induirait. Renseignez-vous auprès de Chalifert, vous verrez. Noisiel, d'autres communes aux alentours le font. Si elles le font, c'est qu'elles ont fait un choix de quitter le Citrem en accord avec le Citrem, parce que le coût était trop important, et ils l'ont pris à leur niveau, parce que le besoin s'en fait sentir au niveau de la population. Donc je pense que s'ils le font et continuent à le faire, et que c'est pris en compte par la commune, c'est qu'il y a un choix politique. Oui, là, ces communes n'ont peut-être pas non plus n'ont peut-être pas non plus les mêmes charges que nous. Ce qui est certain, c'est pour ce qui concerne nos agents techniques, ils assurent déjà la collecte de leurs propres déchets verts, ce qui est déjà un progrès, puisque maintenant les feuilles, les sapins, tout ça sont noyés. Donc on avance quand même dans la bonne direction tous ensemble. Je sais pas, il faudra voir avec le Citrem. Je sais que sur, pas Marne-la-Vallée, mais Val d'Europe, ils poussent à ce que les communes mettent en place eux-mêmes leur broyage et la valorisation de leurs déchets. Donc il y a aussi des réflexions dans ce sens. Alors ça, le broyage c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire pour nous-mêmes. Pour les sapins. Pour les sapins, mais ça c'est en train d'être fait. Mais c'est le même principe pour le reste. Voilà. Donc on a entendu vos arguments. Ils seront sûrement partagés par une partie de nos concitoyens, d'autres ne les partageront pas. Et puis le 21 septembre, on tranchera et puis on verra bien ce qui se mettra en place. Donc voilà, qui serait contre, là on parle de la modalité de consultation, pas le principe lui-même, donc qui serait contre ce règlement? 4, qui s'abstiendrait? Merci. Il y a la modalité, on entend bien. C'est la modalité. Oui, c'est la modalité, bien sûr. Oui, non, c'est pas impossible. On ne demande pas aux personnes, déléguées, de se prononcer sur l'opportunité ou pas de mettre en place la collecte. Ça, c'est les concitoyens qui décident. Adhésion au service commun logement de la CAMG. Est-ce que je te passe la parole, Catherine? Ne bouge pas, je t'apporte le micro. Merci. Proposition nous est faite par la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire d'adhérer au service commun logement. Donc en fait, l'idée c'est de mutualiser. Ils ont effectivement des salariés qui ont une expertise dans le logement, qui disposent de logiciels aussi pour affiner des recherches lorsqu'on a des possibilités de proposer des logements à des administrés. Donc voilà, donc avant de proposer cette adhésion, on a mené tout un travail de réflexion avec Marne-et-Gondoire pour voir la plus-value que nous aurions à adhérer à ce service. Et ce que l'on peut déjà voir, c'est qu'on arrive à cibler les demandes, tous les demandeurs. Alors pour les personnes qui ne savent pas, les demandeurs, il y a deux moyens de faire. C'est-à-dire soit on fait sa demande individuelle en ligne, soit on peut se rapprocher du service logement de chaque commune. Après, nous sommes une petite commune, il n'y a pas un turnover pas possible. Néanmoins, il y a des moyens au niveau de Marne-et-Gondoire qui sont des moyens, et ils disposent clairement de logiciels pour faire des extractions. Donc on a pu se rendre compte qu'ils arrivaient parfaitement à voir le profil de la famille, les dates des demandeurs, tout ça on a, mais avec des extractions aisées. Et puis on peut voir des demandes avec des situations de grande précarité ou des dispositifs d'allo. Voilà.
Donc on l'a tenté, on a essayé de voir si on pouvait mener un travail ensemble, et aujourd'hui on arrive comme d'autres communes de l'agglomération. Par exemple, il y a Ferrières qui va finaliser, il y a Gouverne qui aussi a adhéré. Voilà, je pense qu'on a tout à gagner. Enfin, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à... Pardon ? Oui, alors je crois qu'il y a eu par le passé ces expériences qui donnaient satisfaction, je pense. Hein. Il y a une réalité, ce sont enfin, ils ont une expertise. Ils ont une expertise. On a des très bonnes relations. Enfin, voilà, DGS ne peut pas l'exprimer, mais il a participé aussi à des réunions. Donc, on a des très bonnes relations aussi avec eux. Et pour les administrés, c'est vraiment une plus-value parce que nous, on tenait un comptage, un cahier, des tableaux de sollicitations. Mais là, on peut vraiment faire des extractions, des mises à jour, voir quand il y a des radiations. Voilà. Donc, je pense que pour les administrés, c'est réellement un plus. Aucun coût, alors à préciser, hein, c'est-à-dire bien sûr c'est l'agglomération, donc ça n'a pas un coût pour la commune et c'est un service supplémentaire. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, vous connaissez le principe et puis voilà. C'est une belle offre. C'est une belle offre pour la commune et pour les administrés. Merci Catherine. Je précise quand même qu'on n'est pas certain qu'il n'y ait pas de coût, hein, parce que c'est un transfert de charge, donc ça passera en CLECT. Voilà, alors le coût sera minime, mais il y aura peut-être un coût. Ça, ce sera l'objet de l'évaluation du transfert de la charge dans le cadre de la CLECT. Voilà. Ceci étant dit, qui serait contre ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Alors, adhésion au groupement de commandes CAMG. Alors, vous avez vu dans la convocation, dans la note de synthèse, qu'il y a énormément de sujets pour lesquels un groupement de commandes a été créé. Nous en adhérons à certains, pas tous. Là, il est proposé ce soir d'adhérer à 3 groupements de commandes. Celui qui nécessite le plus d'explications, c'est la partie prévoyance. Tout à l'heure, nous avons parlé de la mutuelle qui allait couvrir mieux les risques santé de nos agents. Il y a aussi obligation par le législateur de proposer une prévoyance. Alors le terme est un petit peu plus lointain. Malgré tout, c'est bien de s'y préparer. Alors, les prévoyances, c'est quand même toujours des contrats qui sont un petit peu complexes. Je pense que vous, à titre personnel, si vous avez des contrats de prévoyance, les clauses sont pas toujours très très faciles à comprendre. Elles peuvent aussi être modifiées. C'est un domaine qui est très complexe. C'est difficile d'évaluer aussi la qualité du risque qui est couvert. Donc là, je pense que, nous avons pensé qu'il était judicieux de travailler avec Marne-et-Gondoire, qui a beaucoup plus d'expertise et de personnel aussi pour suivre les contrats tout au long de leur vie. Et le fait d'adhérer à un groupement de commandes, ça permettra vraisemblablement d'obtenir des conditions tarifaires plus avantageuses pour nos concitoyens. Par la même occasion, nous adhérons à 2 autres groupements de commandes. L'un qui concerne l'assistance et maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'évolution des plans locaux d'urbanisme, donc ça sera pour le futur, et un autre pour lequel, moi j'ai beaucoup milité et qui est mis en place, qui concerne l'assistance à maîtrise d'ouvrage et bureau d'études. Les communes comme les nôtres ont régulièrement des projets d'investissement réalisés. Pour débloquer les subventions, il faut passer par des bureaux d'études ou des AMO. Marne-et-Gondoire pourra ou passer commande ou proposer toute autre alternative, de telle sorte que nous n'ayons plus à gérer cette complexité nous-mêmes. C'est une très bonne chose. Y a-t-il des questions sur l'adhésion à ces 3 groupements de commandes ? Non ? Je vous propose de mettre au vote la délibération. Qui serait contre ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Nous en avons terminé pour les délibérations. On va passer aux communications du maire qui concernent les décisions. Alors, en ce qui concerne les déclarations d'intention d'aliéner, vous en avez la liste devant vous. S'il y a des questions, je vous invite à vous rapprocher du service urbanisme. Pour la partie décision proprement dite, en 3e ligne, vous noterez que pour le contrat de logiciel, c'est bien évidemment 3 293 € par an et pas par mois. Pour le reste, nous avons une modification de contrat pour la location d'un véhicule. Donc c'est une mise à jour du prix. Formation des agents aux gestes et postures, harcèlement, SST, incendie, habilitation électrique.
avec la société 360 degrés sécurité pour 5 845 €. Ça, ce sont des obligations réglementaires auxquelles nous devons faire face. Une décision qui annule un contrat de location pour un véhicule, et puis la convention de partenariat pour l'installation de panneaux lumineux entre Chanteloup-en-Brie et la CNG. Vous avez vu que les anciens panneaux électroniques ont été remplacés par 3 nouveaux, et l'un de ces 3 panneaux est installé à l'angle de l'avenue du Chêne Saint-Fiacre et du boulevard de la Plaine, sur un domaine qui appartient à Marne-et-Gondoire. Donc il fallait conventionner avec eux pour nous autoriser à installer le panneau. Voilà. Y a-t-il des questions sur les 5 décisions qui vous sont présentées? Non? C'était quoi le coût d'un ancien panneau? Merci Philippe. Merci Philippe. Alors au panneau, c'est à peu près la même chose. Là, le delta, c'est que on en a 3 au lieu de 2. Voilà. C'est du noir et blanc la couleur. Oui, mais le coût des technologies baisse. Dans l'ensemble, je parle sous le contrôle du DGS, mais au panneau, c'était la même chose. Voilà. Très bien. Avant de nous quitter, nous allons répondre à la question orale reçue par l'opposition, donc j'en donne lecture tout de suite. Nous souhaitons poser la question suivante au prochain conseil municipal. Ouvrez les guillemets. Pourquoi ne pas solliciter l'avis des citoyens par votation, comme pour le ramassage des déchets verts, sur l'extinction, il y a une petite coquille, de l'éclairage public de nuit? Voilà. La réponse est assez simple en fait. Les déchets verts, la collecte des déchets verts, c'est une mesure qui, si elle est mise en place, est neutre pour la commune. Elle est neutre fiscalement, puisque ce sont les contribuables qui paieront via leur taxe foncière une augmentation de la taxe de collecte des ordures ménagères, qui est une taxe qui n'est pas collectée par la commune, et qui est neutre aussi du point de vue des services de la ville, puisque c'est pas nous qui l'assurons, mais le CIETREM. Voilà. Donc en fait, la question de la mise en place ou pas de ces déchets verts, c'est essentiellement une question d'opportunité environnementale, une question un petit peu de principe. Depuis le début de notre mandat, nous avons mis en œuvre beaucoup de mesures environnementales. Nous sommes maintenant très bien reconnus, pas que dans le département, mais on commence à être reconnus au niveau national pour toutes les mesures d'économie, de biodiversité. Et il était un petit peu embêtant, en fait contradictoire. On nous aura pu reprocher cette contradiction entre une politique très verte, très environnementale depuis 3 ans, et la mise en place de cette collecte qui reste malgré tout, même si elle peut avoir des qualités par ailleurs, un recul du point de vue des bonnes pratiques environnementales. Donc il était bien de faire trancher cette question par nos concitoyens, comme ça, il n'y a pas de... chacun se prononce en fonction de son point de vue. Alors que pour l'éclairage public, on est dans un tout autre registre. Là, l'éclairage public, c'est une question qui impacte fortement budgétairement la ville, puisque là on parle de dizaines de millions d'euros de dépenses. L'économie d'énergie, c'est pas une option, vu le coût. Pardon ? C'est de 2 millions Non, j'ai dit millions, des dizaines de milliers d'euros. Merci Laurent. Et qui impacte fortement les équilibres budgétaires et nos capacités de financer d'autres services publics. Donc là, c'est typiquement pas une question, c'est une question pour laquelle la municipalité doit prendre ses responsabilités complètement. Vous parliez de responsabilité tout à l'heure, monsieur Hamdi, alors là, on est en plein dedans. Là, ça n'aurait pas de sens de demander l'avis à la population. Voilà. J'aimerais m'exprimer sur ce point. Bien sûr. Il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis rentré très tard le soir. Il était 4h du matin, 2 jeunes, il y avait une voiture devant moi, avenue du Chêne Saint-Fiacre, une voiture devant moi, 2 jeunes qui ont traversé pas loin de chez vous, au niveau des passages piétons, vraiment au niveau des passages piétons. La voiture devant roulait forcément vite. Je pense qu'elle roulait très vite. Elle a failli les percuter parce que je pense qu'elle ne les a pas vus au niveau de l'angle. Il y a un angle. Donc je pense qu'à certains endroits, quand même, honnêtement, au niveau de la sécurité, alors oui, à 4h du matin, dehors, certes, mais même à 22h30, il fait encore jour ces derniers temps, mais il y a des endroits stratégiques où je pense que peut-être un puits de lumière serait pas négligeable. Honnêtement, je pense que ces 2 jeunes auraient été percutés, on aurait eu de morts sur la... Honnêtement, et je pense que la personne qui roulait était responsable. Elle roulait très vite, ça j'en suis convaincu. Donc, voilà, c'est quand même, il y a peut-être des endroits stratégiques, notamment au niveau des passages piétons peut-être.
Alors, je vais faire une réponse en deux parties, une réponse un peu générale, qui n'est pas complètement satisfaisante, et la deuxième partie sera un peu plus satisfaisante. La première partie, c'est qu'en fait, toutes les études d'accidentologie et de criminologie attestent que l'extinction n'a pas d'impact sur les accidents et les agressions, et même plutôt négative. Et ça, c'est très très bien documenté. Ça, c'est la réponse générale. Maintenant, pour le cas particulier que vous décrivez, la priorité pour nous, c'est de passer tout l'éclairage public au LED. Parce que quand on sera au LED, oui, on pourra faire une gestion fine des points lumineux. Aujourd'hui, l'ensemble des points lumineux de la commune, de mémoire, sont connectés sur quatre tableaux électriques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer les luminaires point par point. C'est lot par lot. Et encore, ces lots ne correspondent même pas à une rue ou à un quartier. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de faire une gestion fine de l'éclairage public. Lorsque la tranche 2024 du passage au LED sera achevée, tout le bourg, tout le centre-bourg, en fait, sera déjà complètement passé au LED. Donc à partir de là, on pourra envisager des solutions de pilotage, en sachant que le LED permet d'abaisser la consommation électrique vraiment de manière radicale. Il restera ensuite à faire tous les nouveaux quartiers, l'avenue Chêne-Saint-Fiacre, tous ceux de la ZAC en fait, qui sont encore en ancienne technologie. Voilà. Et ça fera l'objet d'un grand marché. En général, on en parlera certainement plus tard. Mais il va falloir attendre que nous soyons passés au LED pour avoir une gestion fine des points lumineux, par exemple 1 sur 2, ou par exemple éclairer les passages piétons. Et là, on sera dans une situation optimum. Il y aura toujours un moment dans la nuit où l'éclairage sera coupé, parce que ça, c'est pas une obligation, mais c'est un commandement un peu moral en termes de trame noire. En revanche, on sera capable, dès que la ville sera finie d'être équipée en LED, de faire une gestion plus fine des zones qui sont éclairées et de celles qui sont éteintes. Donc, en attendant, on prend des risques. Moi, j'ai été interpellée parce qu'il y a des personnes qui partent très tôt le matin, vers 4-5 heures, et certaines à pied, parce que... Et c'est très dangereux, on est vraiment dans le noir complet. Alors on est dans le noir, c'est pas très dangereux, c'est sûrement en attendant, vous aviez qu'à laisser l'électricité comme c'était, en attendant d'avoir la possibilité de faire de... Voilà. Ah non, si on laissait l'électricité comme c'était, Madame Munier, on n'aurait pas pu faire les économies que nous avons fait. Et la preuve que nous sommes quand même... Nous avons été une des premières communes de cette strate à le faire, c'est-à-dire qu'on avait été... Beaucoup, il y en a beaucoup qui sont revenus en arrière. Pour l'instant, moi je vois beaucoup qui nous suivent, puisque Montévrain nous a suivis, Lagny-sur-Marne, donc on est plutôt dans le sens de l'histoire. Mais là encore une fois, il faut garder s'il vous plaît. Et il faut garder, le cap, et le cap c'est de passer au LED pour ensuite passer à une gestion plus fine de l'éclairage public. Et ça c'est ce que nous avons entrepris même avant la crise énergétique. Voilà. C'est bon pour vous ? Eh bien, écoutez... Il faudra aussi peut-être alors réparer au plus vite les trottoirs, parce que quand vous vous trouvez dans le noir, subitement, avec les plaques de trottoir vous prenez les pieds dans les trottoirs... Oui, il y a énormément de choses à faire à Chanteloup-en-Brie. Voilà, il est 21h43, je déclare ce conseil municipal clos. Merci à tous.